Bien, si vous venez de nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre, sachez qu'on essaye de comprendre, comme d'habitude, ce qui se passe au niveau mondial face au prix bas du pétrole. Je rappelle qu'il est passé en dessous des $50. Alors, je vous posais la question, je vous ai coupé tout à l'heure, j'avais posé la question sur le contre-coup que pourrait subir l'économie mondiale face à une correction, à un retour des prix à des niveaux qu'on a connus dans un passé très récent. Alors, je voulais rappeler que la baisse du pétrole s'est faite dans une conjoncture un peu spéciale, puisque l'économie mondiale n'est pas au plus fort de son rendement. La Chine ne fait pas la croissance, ou ne fait pas autant de croissance qu'auparavant. Il est à 7% cette année, et c'est déjà, il le considère comme une contre-performance. Les États-Unis s'en sortent, mais pas l'Europe. Donc, on a eu une phase où les économies du monde ne pourraient ou ne profitent pas pleinement d'une manne pétrolière aussi accessible sur le plan tarifaire. Dans un pays comme le nôtre, par exemple, la bonne nouvelle, c'est que la baisse du pétrole annonce aucune augmentation à l'avenir. Pas une baisse. Il n'annonce pas une baisse. Mais elle annonce aucune augmentation à l'avenir. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Deuxième bonne nouvelle. Si ça reste comme ça. Si ça reste comme ça. Voilà. Si ça reste comme ça. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse de 1 à 2 dirhams le litre à la pompe. Mais c'est déjà ça. Il n'y a pas d'annonce d'augmentation à l'avenir. Si le pétrole continue sur cette... Deuxième chose, c'est que l'État achètera moins de pétrole et peut allouer des ressources fiscales ou allouer des ressources budgétaires à d'autres secteurs sociaux, par exemple, industriels, selon les stratégies mises en place par le gouvernement. Et le Maroc, ce que peut faire le Maroc, ou ce que pourrait faire le Maroc dans ces situations un peu spéciales où le prix de pétrole est très bas, pourrait être dupliqué dans d'autres pays, dans la même situation au Maroc, parce que nous sommes importateurs nets et nous ne sommes pas exportateurs nets de pétrole. Donc tous les pays qui importent du pétrole, qui ne le produisent pas, pourraient bénéficier de cette baisse à travers des économies réalisées sur le budget ou des économies réalisées sur le marché pétrolier, parce qu'ils achètent toujours les mêmes quantités, certes, mais ils l'achètent moins. Mais à impacter et à anticiper dès maintenant, pour les années futures. Tu ne peux pas anticiper sur 4-5 ans, mais au moins sur les 6 mois, on peut anticiper sur les 6 mois et gagner sur les prix. Et le manque qu'on gagne, ou la quote-part qu'on a gagnée en termes de prix, on peut l'allouer à autre chose dans le budget. Voilà. Si elle voulait compléter, après, justement, il y a des tweets où des gens s'affolent et se disent, mais alors, quand pour l'instant tout va bien au Maroc, mais quand ça va augmenter, qu'est-ce qui va se passer avec la désindexation, l'indexation? Absolument. Bon, je reviens sur la question. Oui, et après on verra un peu rapidement justement pour qu'on puisse parler de l'impact sur le Maroc. En fait, le changement, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui explique en fait un facteur très important et qui est structurel et qui est aussi récent, qui explique ce manque de réaction de l'économie mondiale à cette baisse. En fait, ce qu'on attend, une baisse du prix du pétrole, ça va se traduire par une croissance mondiale. Alors, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui s'est passé en fait jusqu'à aujourd'hui. La principale raison en fait que je trouve qui est structurelle et qui va continuer à exister dans le futur, c'est qu'au niveau de la structure de la demande, on a l'habitude en fait de séparer entre deux grands groupes. Les pays OCDE, c'est les anciens pays industrialisés, c'est principalement les pays européens et l'Amérique du Nord, avec la Corée du Sud. Qui est incluse dans ce groupe, et les pays non OCDE, c'est principalement tiré par les pays émergents. Et donc en fait, à partir de 2014, et c'était une première, et c'est un changement structurel, à partir de 2014, historiquement en fait, la demande était accaparée, une grande partie de la demande était accaparée par les pays de l'OCDE. Ce qui s'est passé à partir de 2014, transfert vers la Chine. Absolument, il y avait un transfert de la demande vers les pays non OCDE. Et tiré par la Chine et les pays asiatiques, les pays émergents. Ce qui s'est passé en fait, en 2014, ces pays en fait enregistrent des ralentissements au niveau de leur économie, et du coup en fait on a une baisse de leur demande, qui fait en fait tirer encore plus le prix vers le bas. Alors, pour répondre à plusieurs téléspectateurs qui nous posent la question sur qu'est-ce qui va se passer demain au Maroc quand ça réaugmentera, on regarde un sujet de Manal Al-Khdari et on répond à ça juste après.
Une aubaine pour l'économie marocaine. La dégringolade des cours du pétrole allège la pression sur le budget de l'État. Pour 2014, le Royaume a économisé 12,5 milliards de dirhams sur les dépenses de compensation. Selon le Fonds monétaire international, si les cours continuent leur tendance baissière ou du moins ils se stabilisent, le déficit budgétaire national pourrait descendre en dessous des 4%. Le Maroc pourrait ainsi poursuivre le redressement de ses équilibres macroéconomiques et diminuer le taux d'endettement. Quoi augmenter son attractivité à l'échelle internationale, sans oublier la libération des ressources pour l'investissement. Qui dit investissement dit création d'emplois et stimulation de la croissance économique. Et ce n'est pas tout, le Maroc pourrait reconstituer ses réserves de change. Il peut également bénéficier d'un effet positif sur la balance commerciale et celle des paiements. Mais prudence, car une malgestion de la baisse des prix du pétrole serait défavorable. La chute des prix pourrait inciter à la surconsommation puisque l'énergie est bon marché pour les ménages et les entreprises, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la transition énergétique du Royaume. Pour le Maroc, la réforme de la compensation des produits pétroliers est une priorité. La première étape entamée en 2013, l'indexation partielle du gasoil, de l'essence et du fioul numéro 2. La deuxième étape concerne l'indexation totale de l'essence et du fioul et la suppression des subventions accordées aux produits en 2014. À compter du 1er janvier 2015, les prix des combustibles liquides et des fioul sont soumis au système d'homologation des prix le 1er et le 16 de chaque mois. Au Maroc, le marché pétrolier est stable. Les difficultés de la Samir n'ont pas d'incidence sur le marché selon des professionnels, mais la raffinerie de Mohammedia vit une période très difficile et doit plus de 11 milliards de dirhams à ses fournisseurs, environ 8 fois sa capitalisation boursière. Alors on parlera du cas de la Samir dans quelques instants, bien sûr, parce que beaucoup de gens se posent des questions sur l'impact que ça peut avoir sur le marché, on y reviendra. Mais répondant à Haroun qui nous envoie sur Facebook, si le prix du pétrole subit une augmentation exagérée à l'avenir, comment est-ce que le gouvernement pourra y pallier? Grande question. Vous avez 2 heures. Alors, ce qui est clair, lorsqu'on adopte un système d'indexation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fluctuation du prix du pétrole au niveau international, il est impacté directement à la pompe. Donc, c'est ce qu'on a vu à chaque fois, 1er et 16 du mois. Ça sera demain. Mais la logique voudrait que, dès que le prix de pétrole dépasse un certain seuil, oui, au-delà de 120, je ne sais pas combien, l'État doit intervenir. Alors, il était question que l'État prenne une assurance. Du hedging. Un pool d'assurance. Voilà. Non, il était question que l'État prenne une assurance. Alors vous dites il était question. Vous dites il était question. Il était question, parce que la question a été posée, il était question que le gouvernement le fasse pendant cette période, parce qu'on a commencé d'abord une indexation partielle, ce qu'on appelle une indexation partielle. Ça veut dire que l'État fixe un prix plafond, au-delà duquel les distributeurs ne peuvent pas augmenter, mais ils peuvent baisser. Mais malheureusement, ils n'ont pas joué sur cette règle. On n'a pas constaté de baisse. Ça veut dire d'1 centime, 2 centimes pour faire de la concurrence, pour ramener le consommateur, etc. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indexation partielle. On a vécu l'indexation partielle et on va aller vers l'indexation totale à partir du 1er décembre 2015. Ce décembre 2015, les prix seront libres. Et entre-temps, le gouvernement devait prendre une assurance, ce qu'on appelle le hedging, ça veut dire qu'il doit couvrir le risque d'une augmentation qui dépasserait un certain seuil. Il ne l'a pas fait. Jusqu'à maintenant, il ne l'a pas fait. Parce que justement, il table sur une stabilité des prix qui ne dépasserait pas $60 sur les 4 années à venir. Donc il est tranquille. À moins d'être face à un choc brutal, immédiat, incontrôlable dans les mois qui viennent. Non. On parlait d'anticipation. À mon avis, il est évident que, en fait, le pétrole, comme d'autres sources d'énergie, en fait, c'est des ressources qui sont rares. Ils seront amenés à augmenter dans le futur, que ce soit à court, moyen ou long terme. Je rappelle juste qu'on a une réserve de 300 milliards de barils, ça c'est l'Arabie Saoudite. La réserve mondiale est de 1500 milliards, on parle de pétrole, y compris les pétroles non conventionnels. Hein. Non, il faut dire combien cette réserve, si on applique la consommation actuelle à cette 45 réserve... 45 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est 45 ans. C'est le chiffre le plus important. 53 ans. On a une réserve de 45 ans. Absolument. Tout ce qu'on a dans le monde, il ne peut tenir que 45 ans. Absolument. Ouais. Donc on a une ressource qui est rare et qui serait amenée le prix, en fait, la rareté, ça se traduit par une augmentation de prix. Donc c'est un fait, ça peut arriver dans 2 ans, comme ça peut arriver dans 20 ans, on ne sait rien. Maintenant, en fait, comment se préparer à cette augmentation inéluctable
du prix de pétrole. En fait, il faut, voilà, comme ils ont fait les pays européens, il faut commencer à investir dans l'énergie renouvelable, l'énergie propre. Il faut augmenter l'efficacité énergétique au niveau de la production, dans le processus de production. Il faut réduire la part et utiliser d'une manière en fait efficace l'énergie dans le processus de production. Introduire en fait des investissements dans l'isolation et l'usage en fait résidentiel du fuel. Et du coup, en fait, il faut trouver des mesures dès aujourd'hui pour préparer l'avenir d'un pétrole qui va inéluctablement augmenter dans le futur. Est-ce que le Maroc est dans la bonne voie? Alors ça, c'est aussi, il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, par rapport à son mix énergétique, la stratégie des énergies renouvelables, la COP21 bientôt, la COP22 sera au Maroc l'année prochaine, l'appel de Tanger a montré la place du Maroc assez avant-gardiste à ce niveau-là. On est dans la bonne voie pour pallier à ça dans les années futures, court, moyen, long terme? Nous parlons de deux choses différentes. Quand on parle d'énergie consommable à la pompe, on n'est pas dans la stratégie renouvelable, solaire, etc. On est dans deux choses différentes. Que fait-on d'énergie? Que fait-on du pétrole lorsqu'on importe? Le plus gros, la production d'électricité. Ce n'est pas les voitures. On utilise le plus gros des importations dans la production d'électricité. D'abord pour les ménages, pour les industries, pour. Et une partie qui n'est pas négligeable est consommée à la pompe. D'accord? Donc c'est deux choses différentes. Pour la stratégie énergétique marocaine, il est prévu que la quote-part du pétrole dans le panier énergétique national baisse jusqu'à hauteur de 50 à 40% à terme. Ça veut dire on amplifie la production solaire, on amplifie la production éolienne et on amplifie aussi l'hydraulique, parce que n'oublions pas que le premier type de production d'électricité au Maroc, c'est l'hydraulique. Pas le solaire, ni c'est-à-dire les barrages qu'on met sur les grands fleuves. Donc il est prévu, effectivement, il y a une stratégie qui a été mise en place et il est prévu de baisser la quote-part du pétrole dans le panier énergétique à 40 à 50%. Il faudrait maintenir le cap. Si le Maroc maintient le cap, il s'en sortira demain quand le prix de pétrole s'envolera, parce que, comme l'a dit notre ami, il s'envolera de toutes les manières. Maintenant, il reste ce qu'on consomme à la pompe. Ça, c'est autre chose. À moins que... Parce que c'est vrai que par rapport à la perception qu'on peut avoir, c'est ce qu'il y a de plus visible. Mais ça vaut bien le rappeler que la consommation à la pompe... d'électricité aussi, c'est visible. Oui, aussi, oui. Non, je sais pas, par rapport à... La facture d'électricité est très visible. Les stratégies renouvelables, vous l'avez bien expliqué par rapport au mix énergétique, on est dans la bonne direction? C'est une manière de pallier à ça. En fait, le secteur de renouvelable en général, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est l'Allemagne se désengage dans ce secteur. C'est un secteur qui est très concurrentiel. La Chine, en fait, est très présente, et l'Espagne, dans le secteur du solaire. Donc c'est un secteur, en fait, qui est très concurrentiel. Et le gouvernement doit s'impliquer, l'État, parce que ça demande, en fait, des ressources considérables, des coûts fixes qui sont très importants. Et du coup, en fait, il faut plus d'implication des pouvoirs publics dans ce secteur. Et le privé ne peut pas porter seul le renouvelable au Maroc. Mais ça, je crois que c'est une autre question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'efficacité de l'utilisation, l'efficacité énergétique. Lorsqu'on parle de l'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est construire des bâtiments qui ne consomment pas beaucoup d'électricité. Quand vous ouvrez le chauffage, par exemple. Si vous avez un système d'isolation parfait, nickel, vous n'avez pas besoin d'un chauffage à l'intérieur de l'appartement. C'est ça l'efficacité énergétique. On peut utiliser une ampoule qui consomme moins, on peut utiliser un matériel réfrigérateur qui consomme moins, c'est ça l'efficacité énergétique. En fait, il y a deux leviers. Il y a le levier de l'efficacité énergétique et le levier du renouvelable. Et on vit la même chose dans l'industrie aussi. On vit la même chose dans l'industrie. Les industriels, grâce à la concurrence, cherchent à produire à moindre coût pour augmenter leur marge. Et les coûts les plus importants, c'est la masse salariale, certes, mais il y a aussi l'énergie. Et c'est un poste très important dans le bilan le bilan d'exploitation de toutes les entreprises. Donc, plus on investit dans la machinerie qui consomme moins, mieux on est. Absolument. Alors, j'ai un tweet intéressant sur l'énergie renouvelable. À un baril aussi bas, un prix de baril aussi bas, le kilowattheure marocain solaire ou éolien n'est plus intéressant ou rentable. Une idée sur l'impact commercial? Absolument, ça coûte très cher aujourd'hui le kilowattheure solaire.
Mais en fait, c'est un choix d'avenir. En fait. Soit on se positionne aujourd'hui pour préparer le futur, soit on loupe le train. Donc, ce sont des investissements lourds qu'on rentabilise sur 30, 20 ans. C'est pas quelque chose qu'on... Il ne faut pas imaginer, il ne faut pas raisonner en termes court-termistes. On ne fait pas de l'énergie solaire maintenant pour en bénéficier maintenant ou la rentabiliser maintenant. On le fait pour être rentable dans les 30 ans quand le pétrole, de toutes les manières, il va s'envoler. On arrivera à $100, à $110, à $120. C'est inévitable. On ne sait pas quand. Et par quels moyens? Ce sera une guerre, ce sera une pénurie, on ne sait pas quand. Mais on y arrivera. Et donc, ce jour-là, on aura des alternatives mûres qu'on maîtrise sur le plan technique, qu'on maîtrise sur le plan d'exploitation, et qui sont là et qui peuvent tenir ou qui peuvent couvrir une bonne partie de la production électrique du pays, que ce soit pour l'industrie ou pour les ménages. Voilà. Alors, messieurs, j'aimerais, à part si vous avez rien à rajouter à ce niveau-là, sur l'impact que peut avoir ce prix du pétrole sur l'économie marocaine, on a bien vu ce que ça pouvait avoir et les anticipations qu'il y a à faire pour le futur. Revenons au cas de la Samir, s'il vous plaît, parce que beaucoup de gens se posent la question par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit topo pour qu'on comprenne bien aujourd'hui quelle est la situation et quel impact ça peut avoir? Beaucoup de gens se posaient la question de savoir s'il y allait y avoir des pénuries, s'il y allait avoir il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je crois qu'il ne devrait pas y avoir de pénurie, en fait. Le pétrole raffiné, on le trouve partout dans le monde. Et justement, c'est l'une des particularités de pétrole, c'est que le raffinage du pétrole, ça peut se faire un peu partout dans le monde, et le prix de transport, il est en baisse. Donc il n'y aurait pas un risque de pénurie, en fait. Je ne le crois pas. Maintenant, en fait, la question, en fait, on a fait... revenons à la question de la Samir. On a fait une petite analyse descriptive de la situation de la Samir avec les étudiants de l'université Hassan II. Et on voyait un petit peu le comportement de la Samir et voir avant la privatisation, ou plutôt l'année de la privatisation, et pendant les 12 ans qui ont suivi la privatisation. La Samir a été privatisée en 1996. Et, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est un calcul basique, c'est que en fait, la rentabilité financière, qui est le résultat net sur les capitaux propres de la boîte, ils ont baissé de 30% à 6%. On trouve la même en fait des résultats qui sont aussi qui ont baissé au niveau de la rentabilité économique, qui n'est rien d'autre que ça traduit en fait c'est le résultat net sur l'actif. L'actif de la boîte, qui traduit l'utilisation ou l'efficacité dans l'utilisation de la capacité de production installée, et du coup, en fait, qui a baissé de 12 à 1%. Et donc, en fait, ce qu'on remarque, le cas de la Samir, c'est un cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un cas d'école pour que la privatisation ne peut pas être une solution à tous les maux. La privatisation, ça peut être une solution, mais à des cas spécifiques, bien étudiés, et non pas dans des secteurs comme l'énergie, où les produits qui sont commercialisés, c'est des produits stratégiques et indispensables pour la vie courante, pour la consommation et la production. Ils sont stratégiques dans le sens, en fait, on utilise le pétrole avec la caisse de compensation pour maintenir la paix sociale, entre autres, pour booster la compétitivité aussi. En fait, dans ces secteurs-là, il est difficile. La privatisation a montré que, dans le cas de Maroc, c'est un cas d'école, ce n'est pas la solution à des problèmes d'investissement ou autres. Alors juste pour qu'on comprenne bien la situation, là vous avez bien, on a parlé de privatisation, là juste pour que les gens comprennent ce qui se passe. Aujourd'hui, il est question de réinjecter 17 milliards, il y a un conseil d'administration qui doit avoir lieu le 12 octobre, qui devrait avoir lieu le 12 octobre pour une augmentation de capital. Aujourd'hui, la Samir est extrêmement endettée, a du mal à faire face déjà pour payer ses salaires, à de la maintenance par rapport aux installations. Aujourd'hui, c'est une situation financière qui est aujourd'hui extrêmement difficile, mais qui est due à quoi? Très bien. Je voudrais rappeler une chose. Pénurie, non. Sur le plan légal, la loi oblige, ou l'État oblige, les producteurs de pétrole, les distributeurs de pétrole, les oblige à disposer ce qu'on appelle le stock stratégique. En principe, ils doivent avoir 2 à 3 mois de disponibilité. Est-ce qu'ils l'ont ou pas? Ça, c'est une question à laquelle le ministère doit répondre. Mais ils doivent avoir un stock stratégique. C'est-à-dire qu'on a 3 mois de consommation stockés quelque part entre Mohammedia, Jafr Sfar, etc. et Tangemet. D'accord? Ils sont là.
comme l'a dit notre ami, il y a pas mal de tankers, il y a pas mal de transporteurs de pétrole qui sillonnent un petit peu. Heureusement pour nous, on est dans une région où il y a beaucoup de trafic maritime. Oui, on est bien d'accord. Et on peut choper un navire aussi facilement que possible pour eux. Le raffiné existe dans le monde et on peut se ravitailler de manière régulière, sans pour autant tomber dans la pénurie. Maintenant, la deuxième question qui est la plus importante, est-ce qu'on a besoin de Samir ou pas? Parce que lorsqu'on se dit qu'on peut se ravitailler au niveau international de manière très facile, accessible, à des prix raisonnables, grande qualité de produits, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'avoir une industrie dans le pays. D'accord? Et la question est qu'on a besoin de la Samir? Oui, on a besoin d'une industrie de raffinage dans le pays. Maintenant, il faut arranger la situation, il faut sortir la Samir de la crise. Comment elle est parvenue à ce stade? Très simple. C'est une entreprise qui a eu, malheureusement, un plan de développement qui a été mal conçu. Et elle s'est engagée à faire des investissements parce qu'il fallait qu'elle passe à un niveau de hydrocracking qui produit ce qu'on appelle le gasoil 50 ppm. Ce qu'on vend actuellement dans les stations-service. Et à partir de décembre, on passera à 10 ppm. Alors justement, j'ai une question là-dessus. On passe quand au diesel 10 ppm? 10 ppm à partir de décembre. Et il y a même des distributeurs qui le distribuent actuellement au Maroc. D'accord? Donc il a fait un investissement très important pour améliorer l'outil de production et arriver à un stade de production, disons, qui respecte les normes environnementales au niveau mondial. Très bien, mais il l'a fait comment? En s'endettant. D'abord, elle a fait des prévisions d'investissement. Auprès des banques, auprès de l'État. Elle a fait des prévisions d'investissement à hauteur de 7 milliards de dirhams pour faire l'investissement. Le plan d'investissement a traîné pendant 3-4 ans. Lorsqu'elle a commencé à le réaliser, l'investissement, ce plan d'investissement a coûté 13 milliards de dirhams. Donc il y a un gap entre 7 milliards de dirhams et 13 milliards de dirhams que Samir a financé par le fonds de roulement. C'est comme si tu demandais à l'épicerie du coin de prendre dans sa caisse, avec quoi il achète sa tomate, il achète les conserves, il achète le pain, de prendre dans sa caisse avec quoi il se ravitaille et le réinvestit dans le décor et automatiquement il fait faillite, il ferme boutique. Parce qu'il n'aura plus de quoi payer sa marchandise pour la vendre aux gens. C'est le même cas pour la Samir. Ils ont utilisé le fonds de roulement pour financer l'investissement. Lorsque l'investissement a été mis en place et il a commencé à fonctionner, il fallait le faire tourner. Ils l'ont fait tourner par l'endettement encore une fois. Et c'est un cycle. Ils sont entrés dans un cycle infernal jusqu'à arriver à des niveaux d'endettement intenables. Je le rappelle, le montant injecté pour dépasser la crise, d'après 17 milliards de dirhams, 11 milliards de remboursement de la dette envers la douane, 86 millions de dirhams pour le paiement des salaires, 80 millions pour le remboursement d'un emprunt obligataire et près de 2 milliards pour le remboursement d'un prêt auprès de la Dubai Bank. En tout cas, la dette globale, c'est 43 milliards de dirhams. D'accord? 43 milliards de dirhams, dont 8,5 que pour les banques, directement aux banques. 15 milliards pour l'État marocain, la douane, etc. Et le reste, ce sont les fournisseurs au niveau international. Parce que n'oubliez pas, quand vous n'avez pas d'argent pour acheter de chez les pétroliers, de chez les producteurs de pétrole, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à des gens qui payent pour vous, d'accord, et vous revendent le pétrole à des prix majorés. C'est une technique que la Samir a utilisée à outrance, parce qu'elle n'avait pas de quoi payer son propre pétrole. Donc elle l'a utilisé encore une fois et ça a créé de l'endettement au niveau international auprès des fournisseurs. La question qui se posait, c'est est-ce qu'il peut y avoir un impact bien sûr catastrophique sur le système bancaire? Il y a les banques, mais il y a aussi tout l'écosystème que fait vivre la Samir, parce qu'il y a un nombre de sous-traitants absolument incroyable. C'est une industrie très importante. C'est une industrie importante au niveau stratégique, certes, en fait. Comme je le répète, comme vous l'avez dit, en fait, on a besoin d'une industrie de raffinerie au Maroc et pourquoi pas exporter aussi le produit raffiné, ce qui était déjà fait, mais avec des petites quantités. Maintenant, en fait, pour revenir à la question sur l'impact, ce qu'on appelle l'impact systémique ou l'impact de la faillite, d'une éventuelle faillite de la Samir sur le système bancaire, il faut faire confiance à l'évaluation de la Banque centrale marocaine. Le gouverneur de Banque Maghreb, Mssi Jouari, a nié tout risque de crise systémique pour le moment. En fait, il a fait ce qu'on appelle les tests de stress. Ils ont fait il a fait ce que la Banque centrale appelle les tests de stress. Ça veut dire ils essayent avec des simulations et des algorithmes, ils essaient de voir en cas de non-remboursement de la dette, qu'est-ce qui se passera pour les banques marocaines. Et apparemment, les résultats donnés par ce stress disent que les banques peuvent supporter
éventuellement un crash de ce genre. D'accord? Et ils se sont même mis d'accord pour des provisions étalées dans le temps. Mais moi, je crois qu'on n'arrivera pas à ce stade. Il y aura une solution quelque part qui se prépare quelque part, parce qu'on ne peut pas laisser sombrer une entreprise. Ça, c'est une question aussi sur Twitter. 1200, faillite Samir possible en... 1500 personnes directement travaillent chez Samir. 200 sous-traitants chez Samir. Toute l'industrie, ce qu'on appelle pétrochimique. N'oubliez pas que le goudron que nous utilisons vient de Samir. Le caoutchouc que nous utilisons vient de Samir. Donc il y a pas mal d'industries autour de la raffinerie. Et on ne peut pas laisser cracher autant un écosystème aussi important que l'écosystème de Samir, avec l'impact que cela aura sur son environnement immédiat, qui est la ville de Mohammedia, Znata, etc., et puis l'environnement économique de manière générale. N'oubliez pas qu'en 2003, dans le classement des entreprises marocaines, la Samir était la première. Elle était la première en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, elle est quasiment au centre du tableau, si ce n'est à la fin du tableau. Et il faut la sauver d'une manière ou d'une autre. Une recapitalisation, ça suffira? Ce qui est prévu? Non. Franchement, non. Il est prévu une recapitalisation de 10 milliards de dirhams, pas 17, de 10 milliards de dirhams sur 3 ans. Et c'est ce qui a été acté par le dernier conseil d'administration. Maintenant, est-ce que les actionnaires vont le faire? Ça, le marché en doute. Parce qu'il y a eu pas mal de promesses par le passé d'une recapitalisation de la société, et ça n'a jamais été fait. Et ça crée, disons, une suspicion ou une méfiance par rapport à l'actionnaire de référence qui est un actionnaire saoudien très connu. Donc, est-ce qu'il peut ramener 10 milliards de dirhams en argent frais? Dans l'immédiat, c'est impossible. Sur les 3 ans possibles, encore faut-il qu'il nous dise avec quel mécanisme. Parce que personne ne pourra lui avancer de l'argent ou lui accorder d'autres crédits dans la situation où il est actuellement. Donc on aimerait beaucoup savoir comment il va ramener cet argent. Bon, on a essayé d'avoir la Samir, on a essayé d'avoir aussi le ministère de l'Énergie pour être sur le plateau aujourd'hui, pour avoir des informations, mais je pense que on aura des informations très rapidement dans un futur proche. Question qui sort un peu de ça que j'ai sur Twitter. Est-ce qu'il y a des recherches de pétrole au Maroc? Prospection au Maroc de pétrole. Est-ce qu'il y en a? Bien sûr, la recherche, il y en a eu pendant des années. Hein. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de grande découverte pétrolière, à part la parenthèse Talcine, qui était, disons, un mauvais coup pour le Maroc. Mais pour le reste, il y a des gens qui font de l'exploration. Il n'y a pas eu de découverte, à part quelques gisements de gaz. La région de Gherb, ils ont trouvé quelques puits de gaz, mais ils ne sont pas aussi importants que ceux de l'Algérie ou de l'Iran ou de la Russie. On n'est pas encore dans une production planétaire. Mais il y a de la recherche et de l'exploration. Aucun impact sur les distributeurs? La question de la Samir? Les distributeurs ne sont pas montés au créneau? Les distributeurs, parce qu'il y a avant l'incendie de la Samir et après l'incendie de la Samir. Avant l'incendie de la Samir était le seul habilité à importer et à distribuer au Maroc. À fournir les distributeurs directement. Après l'incendie, le marché a été ouvert, parce que la raffinerie a été fermée pendant 1 année pour le renouvellement. Donc le marché a été ouvert. Et les distributeurs ont eu l'autorisation de l'État d'importer directement via les marchés internationaux. Après la reprise de la Samir, ils ont négocié, les distributeurs ont fait pression pour garder une petite quote-part d'importation. Et ils sont parvenus à un système de 80 à 20%. 80% pour Samir, 20% ouvert à l'international. Puis après, ces 20% ont commencé à s'élargir graduellement pour arriver à... Maintenant, on dit que les produits Samir couvrent le marché à hauteur de 60%. Avant l'incendie, avant la fermeture, avant la crise financière, ils couvraient à peu près 60% du marché. Ça veut dire que 40% étaient de l'importation directe. C'est les distributeurs qui faisaient de l'importation directe. Donc, les distributeurs au Maroc sont assez armés pour contrôler le marché directement via des importations directes à l'international, soit parce qu'ils sont filiales de grands producteurs, comme les 2 Français qui existent au Maroc, ou ils ont la taille nécessaire et la capacité de stockage nécessaire pour faire appel au marché international et importer directement et distribuer au Maroc. Donc je ne crois pas que les distributeurs seront en difficulté à cause de la Samir. Au contraire, ils s'en réjouissent parce qu'ils en tirent profit. Et ça sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. N'hésitez pas à rester sur Média TV tout le reste de la soirée. Ne ratez pas la rediffusion. Excellente soirée. À demain.